vous êtes sur RTL. Buonasera. Ils refont la France sur RTL. Buenos dias. Namaste. Avec Anaïs Bouton. Bonsoir à tous et bienvenue dans Ils refont la France. Comme chaque vendredi soir, c'est l'actualité française vue par les correspondants de la presse étrangère. Avec ce soir... Philippe Toll, British Chroniqueur à France 24. Guten Abend, Birgit Holzer, ich bin deutsche Journalistin. Paolo Levi, Agenzia Italiana ANSA, buonasera. Buenas tardes, Juan José Dorado, periodista espagnol. Bonsoir et merci à tous les quatre d'être là pour refaire la France à la une ce soir. Palmade, l'emballement médiatique. La France, est-ce qu'elle est réformable? Le ski cham, oui, vous allez voir ce que c'est. Et puis l'anniversaire de la mort de Molière. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Et ça y est, on connaît le sort de Pierre Palmade avec Maxime Lévy, vous l'avez entendu tout à l'heure. La décision va à l'encontre des réquisitions du parquet. Donc, selon nos informations, Pierre Palmade vient à l'instant d'être notifié d'un contrôle judiciaire d'assignation à résidence assorti d'un bracelet électronique avec une obligation de soins au sein d'un service d'addictologie hospitalier. Face aux enquêteurs, Pierre Palmade a reconnu avoir consommé de la cocaïne ainsi que d'autres drogues de synthèse avant de prendre le volant. Par contre, il ne se souvient plus des circonstances de l'accident. Alors, le parquet a fait appel de la décision du juge. Birgit Holzer, on n'est plus dans le fait divers, là. Est-ce qu'on n'est pas dans un fait de société ? C'est souvent un mélange, en fait. Après, je pense ce genre de faits divers, faits de société, en France, ça prend souvent une envergure médiatique assez importante. Je ne vois pas en Allemagne les unes faire sur une affaire pareille. Même il y a 2 semaines, on a parlé d'un chat écrasé, et de tout ce que c'est. Le genre, par la SNCF, chat coupé en 2. À la gare Montparnasse, ça aussi, ça a pris un emballement que je ne verrais pas comme ça en Allemagne. Je pense que ce qui est bien, c'est à partir de cette affaire, parler de 700 morts tous les ans dans les accidents de voiture causés par des stupéfiants, mais rester sur cette affaire précise en déballant plein de choses sur la vie privée de Pierre Palmade. Malade aussi, remarquez. C'est un lapsus intéressant. C'est un lapsus. J'ai un malaise, notamment en même temps, il y avait un tremblement de terre terrible en Syrie et en Turquie, et on en parle très très peu par rapport à cet accident. Terrible pour les concernés. Mais c'est vrai qu'il y a un emballement des Français. Toute la semaine, par exemple, chez les auditeurs On la parole de Pascal Praud et Laurent Tessier, ça a été le sujet numéro 1. Comment vous expliquez cet emballement des Français, Philippe Toll, vous qui venez du pays des tabloïds quand même? Je dirais qu'en Grande-Bretagne, ça sera exactement la même chose, voire pire, parce que vous savez que les tabloïds sont d'une dureté et sans scrupule. Il suffit de lire le livre de Harry, le suppléant, pour voir pourquoi il est parti aux États-Unis. C'est un bon livre. Meghan. Comment ? C'est un bon livre, vous l'avez lu ? C'est un livre qui est bon et pas bon. Il y a des bons morceaux assez amusants, mais beaucoup de longueur, et c'est un livre pour décrire, je dirais, l'histoire d'un mec. C'est assez ordinaire finalement, mais il y a une musique de fond qui est la détestation de la presse britannique et tout le malheur que la presse a imposé sur lui, sur sa mère Diana et surtout sur Meghan à la fin. Donc je dirais que on est avec l'affaire Pierre Palmade dans quelque chose, malheureusement, 2 choses. D'abord, quelque chose de très banal, parce qu'on en parle malheureusement beaucoup trop souvent de ce genre d'accident de personnes qui avaient pris la cocaïne ou qui avaient fumé des joints avant de provoquer un accident de la route. C'est pas la première fois. Mais en même temps, quelque chose qui est un peu du voyeurisme, parce il s'agit de Pierre Palmade. Et on se dit toujours, mais comment est-ce qu'il est possible que quelqu'un qui est connu, qui a de l'argent, qui est adoré du public, mais qui peut faire un geste pareil? Et comment c'est possible? Alors, comment c'est possible? Il l'a expliqué lui-même sur RTL. On écoute Pierre Palmade qui raconte son parcours. Je suis monté à Paris et tout de suite à 20 ans, je suis devenu célèbre avec mes premiers sketchs. L'argent est arrivé tout de suite, la célébrité. Et comme je me suis découvert homosexuel et que j'étais dans une époque très compliquée pour le vivre, les années 80 et 90, je me suis réfugié dans l'alcool et la drogue la nuit pour mieux le vivre. J'ai succombé aux addictions, alcool, drogue, sexe. On pense que c'est un plaisir. Non, 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 non. On est un alcoolique, un toxicomane. C'est une maladie progressive. Et la coke, c'est la plus sournoise parce qu'on croit qu'on peut arrêter quand on veut. Et c'est faux.
Et juste pour il explique exactement ce que j'allais dire, à savoir, on peut être riche, on peut être célèbre, mais on peut être d'une malheur comme la terre, comme la pierre, pardon, et même suicidaire de temps en temps. Alors la chose qui m'interpelle dans cette histoire, c'est l'État. Je ne lui fais pas d'excuses. Il a commis un crime. La mort d'un bébé dans le ventre de sa mère. Donc et là, il n'y a aucune excuse à faire, mais je me fais un souci pour le personnage de Pierre Palmade, parce qu'à écouter ce qu'il dit, c'est quelqu'un de visiblement extrêmement fragile, et quand il se trouve dans ces situations comme ça, où il a tout perdu en même temps, parce que pour lui, ça va être extrêmement compliqué de revenir comme avant pour être accepté comme un comédien comme il était dans le temps, quel avenir pour lui. Et là, c'est la chose qui est le plus inquiétante pour Pierre Palmade. Birgit Holzer, vous faites la moue, Juan José Dorado, qu'est-ce qui se passe? Non. Enfin, je partage plutôt l'avis de Philippe, dans le sens, nous n'avons pas des tabloïds, mais on avons des tabloïds à la télé. Et nous, on fait comme en France, hein. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé un cas similaire est arrivé il y a quelques années avec un toréador qui a causé un accident avec un mort le soir parce qu'il avait bu trop d'alcool, il roulait très vite, il a perdu le contrôle, il y a eu un mort dans cet accident, il a été condamné à 2 ans de prison, donc il a fait de la prison, etc. Et donc on a beaucoup parlé. Et c'est bien qu'on en parle parce que c'est à partir de là, effectivement, qu'on va s'intéresser à l'alcool au volant, qu'on va s'intéresser aux drogues au volant. Et parfois, nos sociétés ont besoin justement de voir le malheur de quelqu'un de connu pour comprendre quelle est la réalité de tous les jours pour des centaines de personnes. Tu as dit tout à l'heure, 700 personnes décèdent tous les ans à cause des stupéfiants au volant. Donc, ce qui s'est passé en France se passe en Angleterre, se passe en Espagne, et donc il n'y a rien d'anormal. Il faut en parler. Parce que si on n'en parle pas, qu'est-ce qui se passe? Qu'on ne connaît pas, et puis on s'en fout. Birgit, ça n'est jamais arrivé en Allemagne et personne n'a tué quelqu'un ou était impliqué, une personne connue, vous voyez? Là, j'ai pas de souvenir. Je pense que si c'était quelqu'un de très connu, forcément, on fait de une, on en parle. Ou par exemple, là, je pense à, c'est pas la même chose, mais à Boris Becker, qui était un grand star, notre grand star de tennis et qui a eu une chute terrible. On en parle bien sûr beaucoup, énormément, et on fait toujours un peu trop, je pense. Mais je pense que là, le problème pour moi, c'est qu'on parle justement pas seulement de problème de stupéfiants volant, mais on parle d'une personne et on commence à s'intéresser à ses problèmes, à sa vie sexuelle, sa vie sexuelle, combien il paye à qui. Et pour moi, ça va trop loin et c'est pas le sujet. Vous parliez de l'importance de parler des accidents de la route, et notamment sous alcool ou sous drogue. C'est un problème qui n'est pas nécessairement très bien pris en charge en France. Et puis un autre sujet, ça fait surgir le sujet d'une société parfois qui est socialement trop permissive. On a entendu ça parfois sur l'antenne de RTL, dans Les Auditeurs ont la parole, à l'égard des dérives des élites. Et écoutez, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a même interrogé sur le sujet. Je ne crois pas qu'il y ait une tolérance sociale, sociétale et encore moins politique vis-à-vis de telle ou telle drogue sous prétexte que tel ou tel public le consomme plus favorablement. La drogue, la cocaïne, les opiacés sont des drogues extrêmement dangereuses avec un pouvoir addictif extrêmement puissant et qui conduisent à des drames humains qu'il nous faut éviter par tous les moyens. Paolo Levi, on vous a pas entendu. En Italie, il y aurait eu le même emballement médiatique? Oui, je pense, et je suis complètement d'accord sur le fait que ce genre d'événement, quand il touche quelqu'un de connu, il catalyse quelque part plus l'attention. Et si cela peut jeter un coup de projecteur sur une situation dramatique qui, hélas, produit 700 morts par an sur nos routes, c'est 21% des accidents mortels routiers sont causés par des automobilistes qui ont consommé de la drogue. Donc, c'est une tragédie pour tout le monde. Je pense que c'est une tragédie pour Pierre Palmade, c'est une tragédie pour cette pauvre famille qui a été touchée et qui vraiment n'y est pour rien. Et sur le fait de la drogue des élites, c'est fini. Il faut changer de logiciel aujourd'hui parce que les prix de la cocaïne et de toutes les drogues en général, ils ont chuté ces derniers 10 ans. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment, c'est un fléau qui concerne tout le monde. Dans le Tibre et dans la Seine, on a relevé des pourcentages
de cocaïne folle tellement on en consomme. Et dans donc, le Tibre et dans la Seine, dans les deux fleuves. Je pense à nos deux fleuves, après, certainement dans la Tamise aussi, mais c'est pour dire que dans nos villes, on consomme de plus en plus de drogue et c'est un vrai fléau, et non seulement pour ceux qui en font l'usage, mais aussi pour les autres. Et cet triste épisode qui s'est produit il y a exactement une semaine le démontre de façon criante. Il y a une certaine forme de feuilleton en fait, puisque là on vient d'apprendre qu'il n'était pas mis en prison, mais le parquet fait appel. Enfin, ça va continuer encore. Mais si c'est l'occasion, comme vous dites, de parler de ce fléau, c'est que Pierre Palmade soit traité comme un justicier normal. Justiciable. Voilà, justifiable. Excusez-moi pour mon français. Vous avez un français admirable. Après, sur le fait et qui n'a pas un traitement de préférence. Paolo ? On peut quand même s'émouvoir que ces deux compagnons de Pierre Palmade qui étaient dans la voiture avec lui aient pris la fuite. Ça, c'est quand même, ça fait froid au dos. C'est comme témoin assisté, ouais. Bon, de toute façon, je pense qu'on va en entendre parler beaucoup la semaine prochaine aussi. Allez, une pause. Et dans un instant, la France est-elle réformable ? À tout de suite sur RTL. Jusqu'à 20h. Ils refont la France avec Anaïs Bouton. Anaïs Bouton. Ils refont la France sur RTL. Avec nos correspondants étrangers bien aimés, Juan José Dorado, Brigitte Holger, c'est moi qui me plante maintenant, Philippe Turle et Paolo Levi. La France n'est pas un pays réformable. Beaucoup ont essayé, ils n'ont pas réussi. Parce que les Françaises et les Français détestent les réformes. Parce que dès qu'on peut éviter les réformes, on ne les fait pas. C'est un peuple qui déteste cela. Alors ça, c'était le président Macron en 2017, puisque vous posiez la question, un voyage en Roumanie. Et en voyant ce qui se passe autour de la réforme des retraites, par exemple, et en lisant notre partenaire, l'excellent Courrier International, on s'est dit qu'on allait parler de ce thème. La France est-elle réformable ? Par exemple, retour sur ce qui s'est passé cette semaine, sujet du journal 1945 sur M6. 23 heures passées hier soir, l'article 2 est mis au vote. Le scrutin est ouvert. Et le coup près tombe pour l'exécutif. 256, l'Assemblée nationale n'a pas adopté. Les députés de l'opposition exultent. Les insoumis se lèvent, comme le montre cette vidéo tournée par l'un d'entre eux, bien que cela soit interdit. Non, vous croyez où ? Non mais c'est incroyable. Vous faites pitié. Franchement, voilà maintenant 4 jours que nous sommes là. 4 jours et on n'avance pas. Voilà, alors ça c'était l'Assemblée. Et puis jeudi, c'était la nouvelle journée de manifestation. Petit tour dans la rue. La mobilisation en province, elle est encore plus forte que dans les grandes métropoles. Ils étaient 7 000 à Marseille, d'après la police, 90 000 pour les syndicats, entre 3 et 10 000 à Strasbourg, entre 6 700 et 12 000 à Rennes. C'est un petit peu comme la cocotte minute. Mais on avait prévenu Elisabeth Borne avant même de commencer les mobilisations. On va réfléchir à tout un tas d'initiatives qui nous permettront de montrer notre combativité et toujours en ayant à cœur de respecter évidemment les biens et les personnes. Respecter les biens et les personnes, ça c'est Laurent Berger. Le bazar est donc plutôt à l'Assemblée nationale que dans la rue. Tout ça pose quand même une question. Est-ce que la France est réformable, Paolo Levi ? C'est une question difficile. Certainement, c'est un pays qui marche sur le rapport de force et donc qui régulièrement, moi je suis correspondant ici en France désormais depuis 13 ans, chaque président a eu droit à ses blocages, à ses manifestations dans la rue, et c'est une façon de fonctionner qui est une spécificité très française. C'est aussi, je trouve, vu de l'étranger, vu d'un pays, l'Italie, où tout le monde se replie de plus en plus dans un individualisme tristouné, je trouve que c'est aussi une belle façon de communion. Moi, j'ai suivi tous les cortèges, là, ça fait presque un mois, depuis le 19 janvier, et c'est aussi une belle façon de participer à la vie de la cité, et qui est très français, et qui a aussi un charme, mais c'est aussi un exemple pour d'autres pays. Après, ça peut être plus ou moins pertinent. Et là, sur la réforme, cette réforme-là, en l'occurrence, vue de Rome, elle est absolument édulcorée par rapport à sa première version. Et là, c'est une question d'arithmétique, dans le sens que l'espérance de vie, elle s'accroît, la natalité, elle est basse, et donc
pour rééquilibrer les choses, il faut forcément aller toucher quelque chose, et en l'occurrence l'âge de départ à 64 ans. On a trouvé un article passionnant chez notre partenaire Courrier International, un article du journal, vous pouvez me dire ça, Birgit, dit Tageszeitung. Merci beaucoup. Pour ce quotidien allemand, le projet de loi a réveillé les syndicats, affaiblis depuis des années, et jouent aujourd'hui pleinement leur rôle dans le très particulier dialogue social à la française. Vous en avez parlé beaucoup, vous aussi, Birgit. Pour vous, pour les Allemands, c'est amusant de voir des syndicats qui se réveillent? Amusant, je sais pas, étonnant en tout cas, parce que nous, on a eu des réformes très dures, trop dures peut-être, en 2002, du chancelier de gauche, en fait, social-démocrate Gerhard Schröder, les réformes Hartz IV qui ont notamment réformé, changé vraiment tout le système d'assurance chômage, et ça a précarisé pas mal la société, faut le dire. Et il y a eu des manifestations, mais comparé à ce qu'on voit aujourd'hui en France, il y a eu jusqu'à 200 000 en Allemagne, en fait, en une journée. Et ce qu'on voit en France... Ah oui, vous êtes petits joueurs. Beaucoup plus. Voilà, on est petits joueurs. On a toujours dit quelque chose comme ça, ce serait pas possible en France. Il y aurait trop de contestations de la rue. Donc effectivement, j'ai l'impression que les gens... Moi aussi, j'ai suivi un peu les cortèges, et il y a beaucoup de fierté. J'ai l'impression qu'il y a peut-être la fierté d'être un citoyen, pas forcément au moment où on vote, parce que là, de toute façon, c'est pas un beau choix, mais au moment où on dit non, d'une certaine manière, au moment où on conteste quelque chose qui est voulu par le pouvoir politique. Et je pense aussi, parfois, c'est pour la réforme de retraite, ça se comprend peut-être pour toutes les causes, mais moi aussi, je suis là depuis 14 ans. Je me souviens, par exemple, des manifestations contre le mariage pour tous. Et là, pareil, juste après, en Allemagne, on a eu la même loi. Dans plein d'autres pays en Europe, on a eu les lois qui vont dans la même direction. Mais c'est en France qu'il y a eu vraiment beaucoup de contestations, énormément de manifestations, beaucoup de monde dans la rue. Donc c'est une spécificité française. Oui, même en Italie, elle était passée comme une lettre à la poste. Alors, le gouvernement a quand même réussi une prouesse, c'est de rabibocher Laurent Berger et Philippe Martinez. Hier, on les a vus presque main dans la main. Une love story commençait. Ouais, on s'entend bien. Alors, j'ai du mal à le dire devant lui, parce que j'aurais pas non plus... Non, mais bien sûr qu'on s'entend bien, on se respecte. Depuis toujours, d'ailleurs, même quand on exprime des désaccords, on se respecte. Je crois qu'on est deux syndicalistes qui sommes très préoccupés de la situation des travailleurs et des travailleuses. Et puis, c'est vrai qu'humainement, ça passe bien, donc on va pas se cacher. Enfin, moi, je préfère être copain avec Philippe Martinez qu'avec beaucoup d'autres. Juan José Dorado, ça vous fait sourire? Oui, parce que on connaît l'histoire de ces dernières années entre deux syndicats et deux hommes qui ne pouvaient pas se voir, se sentir. Maintenant, ils vont partir en vacances ensemble. Non, mais c'est vachement bien. Et ça peut-être en Espagne, puisque vous savez que Martinez est d'origine espagnole. Oui. Et ça se voit un peu. Ça se voit un peu avec Martinez. Oui. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que la France est-elle réformable? Difficilement. Mais parce que vous avez un mot qui est quand même magnifique. Et je l'ai découvert quand je suis arrivé. C'est ce mot qui est acquis sociaux. Les acquis sociaux. Ah, vous n'avez pas ça, vous, les acquis sociaux? Comment ça se traduit dans vos pays? Non, mais pas comme en France. C'est-à-dire que là, le problème, c'est qu'à un moment donné, tout est un acquis social. Et donc, on ne sait plus du tout si on peut ou pas toucher. Et vous l'avez dit, il y a eu les manifestations en Espagne, la réforme de la retraite. Elle a été même accordée avec les syndicats. Un accord syndicat-gouvernement. Imaginez, si on est avancé par rapport à la France. Et ça, c'est un vrai souci pour la France. Et puis, il y a ce système très particulier d'après-guerre, qui est ce système paritaire, où les syndicats ont un rôle éminent. Ils sont à 10%, là. Oui, mais sauf qu'ils font 7% des gens syndiqués en France. En Espagne, ils sont très peu, ils sont 14 quand même. En Allemagne, ils sont beaucoup... J'avais vu 17-18%, l'Italie encore plus loin, mais on est très loin des 60 et quelques des pays Finlande, Suède, Danemark. On est vraiment très loin. Donc, les syndicats ont un pouvoir qui ne se correspond pas avec la réalité du terrain. Ils sont en train de reprendre un peu de poil de la bête, là. Ils ont une augmentation. Mais à 8, 9 ou 10%, ça représente quoi? Ça représente les gens qui sont dans l'administration publique, où là, les pourcentages sont beaucoup plus élevés au niveau de la syndicalisation. Philippe, 23% de syndiqués en Grande-Bretagne. Oui, je dirais que la France est reformable. Il faut quand même une bonne dose de bonne volonté pour y arriver. Le problème, c'est que la bonne volonté, il n'est jamais là.
Donc, si tout le monde a envie de réformer le pays, le pays soit réformé. Il est vrai aussi qu'en ce qui concerne les acquis sociaux, j'ai toujours tendance à croire ce qu'on m'a dit il y a longtemps. Les Français sont d'accord pour le changement à condition que ça ne les affecte pas directement. Donc, du moment où on réforme le pays, très bien, mais moi, je ne change rien dans ma vie particulière. Si ça change pour les autres, eh ben, ça ne me regarde pas et je suis favorable. C'est pas bon comme ça. Et troisièmement, en ce moment, je perçois qu'on est dans une situation où la réforme des retraites, qui à mon avis a ça en compte que moi, est nécessaire en France, quand on voit qu'en Grande-Bretagne c'est 67 ans, au Danemark ils vont repousser ça à 69 ans, c'est ce que disait Paul. 67 en Italie il me semble, et dans d'autres pays de l'Union européenne, la France est loin derrière. C'est formidable. C'est formidable si ça peut rester comme ça en France, mais je doute que c'est le cas. Et là on est face à une situation dans l'Assemblée nationale où le débat n'avance pas à cause des amendements, parce que sur le fond, pour la France insoumise, pour Jean-Luc Mélenchon, ils ne veulent pas que ça soit adopté l'âge de 64 ans avec le fameux article 7. Donc ils font tout pour retarder, parce que ça va diminuer la force de la rue. Et Jean-Luc Mélenchon, qui n'y croit plus à l'Assemblée nationale, il croit dans la force de la rue parce qu'il ouvre un boulevard à Marine Le Pen, avec qui il pense qu'il va être en face lors de la prochaine élection présidentielle. Et donc il se met dans une position de force avec le peuple derrière lui. C'est ça le nerf de la guerre. Donc malheureusement, la loi ou sur les retraites est orchestrée en quelque sorte par tous les différents partis qui, pour les syndicats aussi, c'est du pain béni, surtout pour le CGT qui voit la fin de l'époque Martinez, il va partir avec quelque chose de grand. Donc tous ces éléments ensemble, ça veut dire que pour réformer tout cela en ce moment, c'est très très compliqué. Alors je finirai avec Raymond Aron, un penseur proche du général de Gaulle, qui lui disait: les Français feront de temps en temps une révolution, mais jamais de réforme. On verra bien, et on verra le 7 mars. Allez, une pause et dans un instant... on part au ski, les amis. À tout de suite sur RTL. RTL, ils refont la France. Avec Anaïs Bouton. Jusqu'à 20h. Ils refont la France avec Anaïs Bouton. Vous avez déjà skié? On s'y croirait, hein? J'ai jamais skié. C'est pas vrai? Jamais. Juan José Dorado, je vais vous expliquer pourquoi. Vous refaites le monde avec nous. Birgit Holzer, Philippe Turl, Paolo Levi. Alors là, on va parler du ski Cham, ce mâle venu d'Autriche qui s'empare des amateurs de ski en Autriche, puis en Suisse. Pas encore en France, mais ça pourrait bien arriver parce qu'on a un des plus grands domaines skiables d'Europe. Alors que le réchauffement climatique s'aggrave, il faut dire que la pratique des sports de glisse affiche un bilan environnemental peu reluisant. Écoutez ce reportage de Jean Le Chemier pour RTL. Nadia est ce qu'on appelle une ski chameuse, c'est-à-dire qu'elle a raccroché les skis il y a quelques années déjà, après une dernière sortie qui lui a laissé un goût un peu amer. C'était vraiment désastreux, il n'y avait pas du tout de neige à part sur la piste avec les canons à neige. Par rapport à quand j'étais plus jeune où on avait vraiment beaucoup de neige, où c'était tellement logique d'aller skier, je ne pouvais plus continuer comme ça, c'était pas possible. Alors Juan José Dorado, vous n'avez jamais skié, vous ? Oui, je n'ai jamais skié, mais vous savez, les skis n'est pas une tradition espagnole. Il y a les stations de Pyrénées et au sud à Grenade, mais c'est tout. Donc nous, les vacances de février, nous c'est la semaine blanche. Ça fait une quinzaine d'années qu'on les a dans les écoles, mais c'est pas du tout notre sport. Mais c'est vrai que depuis un certain nombre d'années, il y a des gens qui commencent à skier et on a ouvert même, donc du côté de Madrid, une piste en neige artificielle qui est ouverte 365 jours par an. Et pour 30 € par jour, vous allez skier 2 heures tranquillement à la banlieue de Madrid. D'ailleurs, j'ai fait un essai tout à l'heure et j'ai réservé aujourd'hui pour 19h, 21h et ça m'est coûté 30 € pour aller skier du côté de Madrid sur neige artificielle. Donc, je comprends les skis chameurs parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a une tendance qui nous amène effectivement à laisser peut-être de côté le ski, mais j'ai commencé bien avant à laisser les skis de côté. Hein. Philippe Turl, vous non plus, vous n'êtes pas une grande nation enneigée. Pourtant, il y a énormément de... Oui, tu parles. Non, mais vous venez tous en France. Oui, moi, j'ai beaucoup skié en France. D'abord à Isola 2000, quand j'avais 18 ans. Ensuite à Cré-Voland, les saisies. Bon,
faut admettre, je suis pas au niveau de James Bond dans les services secrets de Sa Majesté, mais je peux descendre une piste sans tomber, donc c'était déjà pas mal. Et et vous trouvez aussi que c'est un non-sens écologique Vous savez ce que j'ai envie de dire? J'ai envie de dire, foutez-nous la paix. Parce que la vie est quand même trop courte. On nous dit à longueur de temps, faites ceci, faites cela, ne prenez plus votre voiture. Vous êtes Team Michel Sardou, alors. Je vais à l'époque. Il avait dit ça on va skier parce que ça brûle trop aussi. Alors, si j'ai bien compris dans le reportage qu'on vient d'écouter, en fait, c'est pas les machines, les canons à neige. C'est pas terrible, les canons à neige, déjà. C'est les voitures qui sont... Oui, c'est les déplacements qui représentent plus de 70% du bilan carbone au ski. C'est pas les remontées mécaniques. Encore une petite avenue de plaisir qui va être fermée parce que quelqu'un n'aime pas ça. Du vraiment, plaisir. Bon, alors vous savez qu'un tiers des Français partent 6 fois par an en vacances, et c'est ce tiers-là qui part en vacances à la neige. Ça serait pas un sport de riche quand même, Birgit Holzer? Complètement, c'est un sport de riche. Et j'ai entendu, moi je suis pas une grande skieuse alors que je viens d'une région ski. Aller en France pour skier, ça coûte très cher. Donc on va très peu en France, en Allemagne. Ça coûte il y a une étude qui a été réalisée par le Domaine skiable de France et la Caisse des dépôts qui évalue à 117 € le coût moyen d'une journée pour les Français, d'une journée de ski. Oui, donc c'est un sport d'élitiste. Donc c'est aussi un peu un débat d'élite, d'une certaine manière. Donc c'est un entre-soi des classes supérieures, ça c'est Jean Viard qui disait ça. Oui, malheureusement c'est un petit peu ça, c'est sûr. Après, c'est peut-être aussi cette classe-là qui effectivement commence avec le flight shaming, donc aussi les avions. Les avions, et donc maintenant c'est le Skischam en allemand. Alors Skischam. Oui, c'est le Skischam. J'ai vu qu'il y a maintenant, en réaction à ça, l'essaye de développer un tourisme plus durable. Donc, ils préconisent aussi de ne pas aller tous dans le même village et d'en faire une petite ville qui a les mêmes problèmes de pollution comme une grande ville, mais de décentraliser un peu, donc de réagir d'une certaine manière qui rend le ski toujours possible, mais effectivement, ça reste toujours aussi élitiste. Vous skiez vous-même, Birgit? Un tout petit peu, mais effectivement, je ne l'ai pas appris en France, oui. En France aussi? Je ne l'ai pas appris, malheureusement, parce qu'effectivement, c'était plutôt l'élite, et donc je ne faisais pas partie. Et Paolo, vous? Moi, j'adore, je fais ça, je suis presque né avec les skis aux pieds. Est-ce que vous êtes italien du Nord? Non, je suis de Rome, mais j'ai été conçu par mes parents dans une petite station de ski dans le nord de l'Italie, dans le Tyrol du Sud, vraiment à la frontière avec l'Autriche, dans les Dolomites. Donc je suis très très lié à cette région italienne que j'ai eu de cesse de fréquenter. C'est une des plus belles régions d'Europe, les Dolomites, non? Oui, c'est un endroit magnifique et je vous invite tous à y aller parce que c'est vraiment un endroit vraiment où Dieu était vraiment particulièrement inspiré, parce que c'est d'une beauté qui n'a aucun te laisse bouche bée. Et moi, j'ai adoré le ski depuis que j'étais hyper jeune. D'ailleurs, je faisais des entraînements de ski, même l'été dans le glacier, et l'équipe italienne m'avait approché pour... Mais vous avez vu l'état du Mont Blanc, par exemple, ça vous inspire Oui, pas, parce que je le vois très souvent. Quand je vais en Italie, on y passe vraiment. Et c'est vrai que ça me fait très très mal. J'ai vu évoluer nos montagnes, notre arc alpin ces derniers 20 ans. Et aujourd'hui, moi-même, je dis pas dégoûté, mais ça me gêne d'aller skier là où j'ai grandi, parce qu'ils ont changé toutes les remontées mécaniques. Quand j'étais petit, il y avait des petites remontées qui amenaient au bout de la piste, tout en haut, 2 personnes toutes les 2 minutes. Aujourd'hui, on déverse 15 personnes toutes les 30 secondes. Ce qui fait que sur les pistes, c'est devenu une fourmilière où on risque vraiment de se faire très mal parce que c'est surpeuplé. Et donc, avec l'âge et aussi à cause de ça, j'ai arrêté de skier avec grande passion et j'ai découvert la haute montagne où je monte avec les skis sur l'épaule, et là je suis seul et c'est absolument épanouissant. Donc oui, un ski mais plus soutenable et moins lourd pour le climat. Allez, une pause dans un instant. On parle de Molière tout de suite sur RTL. Ça c'est qui ça? Vous savez qui c'est? Non mais ils ne m'entendent point. Christian Clavier, qui est un des plus grands acteurs français.
dans Le Malade imaginaire. RTL, ils refont la France. Avec Anaïs Bouton. Ils refont la France sur RTL. Buenos dias. Avec Anaïs Bouton. Anaïs Bouton et Juan José Dorado, Birgit Holzer, Philippe Turl et Paolo Levi. Quelle nouvelle? Le petit chat est mort. Isabelle Adjani, Bernard Blier, l'école des femmes. Le 17 février 1673, à 51 ans, Molière est mort, non pas sur une scène en jouant Le Malade imaginaire, mais chez lui, 40 rue de Richelieu. Paolo Levi, vous vouliez nous en parler? Oui, parce que c'est quand même important. Molière est vraiment, je pense, le père sinon de la France, de la langue française, c'est sûr et certain. Il n'a pas été emmené au Panthéon, contrairement à d'autres grands hommes et femmes français, mais je pense qu'il est... Peu de femmes, hein. Exactement, parce que aux grands hommes, la patrie reconnaissante, là, il faudrait faire une petite réforme et ajouter aux grands hommes et aux grandes femmes la patrie reconnaissante. D'ailleurs, c'est bien qu'on a eu assez récemment l'entrée de Simone Veil et de Joséphine Baker. Mais voilà, Molière à lui seul un panthéon, dans le sens que c'est un tel génie universel, et aussi, au-delà de l'art, c'est aussi un précurseur, quelque part, à travers son théâtre, il a contribué à l'essor de nos États modernes, parce qu'il a vraiment fait un rééquilibrage entre l'Église et nos sociétés, le pouvoir. Etc. Son ascendance, c'est ça, c'était ses combats. Il est connu aussi en Espagne, Juan José Dorado? Alors, il est connu, mais c'est vrai que Molière n'est pas quelqu'un qu'on étudie quand vous êtes à l'école ou au lycée. Shakespeare, beaucoup plus que Molière. Mais c'est vrai que Molière, il est cité dans les livres des textes espagnols quand vous êtes en secondaire, mais on ne l'étudie pas, et spécialement, on ne nous oblige pas forcément à lire. Par contre, on doit lire le Molière espagnol, c'est Cervantes, c'est dont on va fêter le 407e anniversaire de sa mort. Mais il est connu, mais attention. D'ailleurs, j'ai ce cadeau pour vous de la part de Jean-Baptiste Poquelin. Oh, merci Paolo. Alors justement, on va l'écouter dans l'Avare. Attendez, je regarde tout de suite. Oui. Eh oui. L'Avare. Au voleur, assassin, au meurtrier, justice, juste au ciel. Je suis perdu. Ça, vous connaissez, je vous en passe un tous les... On m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Louis de Funès. Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Alors, Philippe Turl, Molière, c'est le peuple sur scène, en fait. Ouais, c'est exact. C'est plus les rois. J'ai envie de vous raconter une histoire, parce que quand j'étais à l'école, j'avais 16 ans, j'ai décidé pour mon bac, l'équivalent britannique qui s'appelle A-Level, j'avais décidé de faire du français et la littérature française. Et donc, on nous a donné 3 livres à lire. Le premier, c'était Andromaque par Racine. C'était pas les livres faciles, hein. Ah non. Le deuxième livre, c'était Candide par Voltaire. Wow. Et le troisième livre, c'était Le Tartuffe par Molière. Le Tartuffe en plus. Voilà. Et donc, on s'est lancé à la lecture de ces livres en français, avec un dictionnaire, évidemment, parce qu'il y avait beaucoup de mots que je ne comprenais pas. Mon français n'était pas très bon. Parfois, c'est toujours pas très bon. Mais j'ai beaucoup ri en lisant Le Tartuffe. Et ça m'a appris beaucoup de choses sur la nature humaine. Enfin, les 3 livres, j'ai beaucoup apprécié. Et je dis, dis donc, il y a quelque chose à faire avec la littérature française. Parce que nous, on avait été éduqué avec Shakespeare, bien évidemment. C'était la référence en Grande-Bretagne, l'équivalent de Molière. Et donc, pour nous, c'était le nec plus ultra. Et avec Shakespeare, rien d'autre. Et à ce moment-là, j'avais découvert qu'il y avait quand même autre chose, à savoir Molière et d'autres grands écrivains français. Birgit, un petit souvenir? Oui, un petit souvenir. Moi, au lycée, j'ai étudié Molière, effectivement. C'est notre Goethe, du coup. Et je crois même qu'il est plus connu que Victor Hugo en Allemagne. Je crois que quand on pense à un écrivain ou dramaturge français, on pense à Molière. Et c'est un des plus joués. Et je pense qu'il nous apprend beaucoup l'humour, en fait. L'humour. Écoutez, le bourgeois gentilhomme, Romain Duris, Fabrice Lucchini. Que voulez-vous lui dire? Je voudrais lui dire, belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour, mais je voudrais que cela fût mis d'une manière galante. Eh bien, vous pourriez lui dire par exemple que
Les feux de ses yeux réduisent votre cœur en sang. Non, je veux pas cela. Je ne veux que les mots que je vous ai dit. Mais je me demande s'il n'y a pas une autre façon de les tourner. Eh bien, on peut les mettre comme vous avez dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ou bien, d'amour, mourir me font, belle marquise, vos beaux yeux. Ou bien, vos yeux beaux d'amour me font, belle marquise, mourir. Ou bien mourir, vos beaux yeux, belle marquise d'amour me font. C'est Ou bien un me font humour de Molière, magnifique Molière. Je signale qu'il y a un spectacle sur Molière, il est tellement aimé. Un spectacle à venir dont RTL est le partenaire en 2023. Un opéra urbain qui sera incarné par une troupe constituée de 40 chanteurs, slameurs. Et le spectacle se tiendra au Dôme de Paris à partir de novembre 2023. Ça va être quelque chose. Molière pour les jeunes, c'est très bien, prenons-le. Merci beaucoup à tous les quatre. Ils refont la France revient bien sûr vendredi prochain, même heure, 19h. Et vous pouvez retrouver l'émission sur RTL.fr et sur l'appli. Vous passez un excellent week-end sur RTL. Merci pour le cadeau, Paolo. Dans un instant, RTL Foot avec toute l'équipe. Mais juste avant, l'essentiel de l'actualité avec Aude Vernuccio. RTL.